présent la parole à Madame Joyce Msuya. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me félicite de la possibilité de faire un exposé au Conseil sur l'Ukraine aujourd'hui aux côtés de la secrétaire générale adjointe Di Carlo. Depuis nos derniers exposés en mars et en avril, la situation humanitaire a empiré malgré les possibilités de cesser le feu. Alors que les pourparlers de paix se poursuivent, le bilan humain de la guerre s'alourdit avec des attaques sans relâche qui tuent et qui blessent des civils, notamment des enfants. Les civils vivent sous une menace constante, notamment dans les régions qui sont en ligne de front, comme Kharkiv, Kherson, Dnipro, Donetsk, Zaporizhzhia et les communautés frontalières de Soumy. Des salves de missiles et des frappes de drones dans les zones densément peuplées continuent de provoquer des victimes civiles massives et d'endommager ou de détruire des bâtiments de logement, des établissements scolaires, des hôpitaux et d'autres infrastructures critiques. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'emploi d'armes à sous-munitions en raison de leurs effets indiscriminés et de long terme touchant de larges superficies, effets qui sont notoires et qui ont poussé plus de 100 pays à les interdire. Le 24 avril, la Fédération de Russie a lancé une attaque coordonnée à grande échelle contre la ville de Kiev et au moins 8 autres régions de l'Ukraine. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, au moins 9 civils ont été tués à Kiev et 90 ont été blessés, y compris 12 enfants. 44 personnes ont été hospitalisées au cours du week-end dernier. Et rien qu'hier, les hostilités se sont poursuivies le long des lignes de front avec à la clé davantage de victimes civiles et des infrastructures endommagées. La région de Donetsk est la région qui a été le plus durement touchée. Monsieur le Président, à date, cette année, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que des civils ne soient tués ou blessés dans le cadre d'attaques. Dans les 3 premiers mois de l'année, le HCDH a pu vérifier 2641 victimes civiles, près de 900 victimes de plus que pendant la même période en 2024 et plus de 600 victimes de plus qu'en début 2023. Du 1er au 24 avril, 848 victimes civiles ont été vérifiées par le HCDH, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à la même période l'année dernière. Le processus de vérification est toujours en cours et le nombre de victimes devrait augmenter. Le milieu opérationnel reste extrêmement dangereux pour les travailleurs humanitaires. Du 1er janvier au 23 avril, il y a eu plus de 38 incidents de sécurité vérifiés touchant le personnel humanitaire dans un rayon de 20 km autour de la ligne de front, ce qui a provoqué la mort de 3 personnels humanitaires et qui a blessé 21 personnels humanitaires qui fournissaient une assistance vitale. Monsieur le Président, alors que cette guerre se poursuit, des millions de vies sont touchées au quotidien. Les services essentiels sont bouleversés et les besoins humanitaires augmentent. Les attaques contre les services de santé et les installations de santé entravent l'accès aux soins maternels. Des femmes enceintes accouchent aujourd'hui dans le contexte de coupures d'électricité, de pénurie de médicaments, voire d'attaques, avec une augmentation de 12% des complications à la naissance signalées par les professionnels de la santé. Pour nombre de femmes enceintes, les soins de base et vitaux ne sont tout simplement plus disponibles. Les frappes contre les écoles continuent de priver les enfants d'une éducation sûre. Selon le HCDH, 129 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits lors des 3 premiers mois de l'année.
En raison des hostilités en cours, au moins 600 000 enfants en âge d'aller à l'école sont obligés d'étudier à distance, séparés de leurs amis, de leurs enseignants. Ils risquent d'accuser du retard dans leurs études. Les hostilités ont provoqué davantage de déplacements. L'Organisation internationale pour les migrations signale que près de 40 000 personnes auraient dû fuir leur foyer cette année, principalement dans les régions du front, de Kherson, de Kharkiv, de Donetsk et des zones frontalières de Soumy, mais aussi ailleurs. Au total, près de 3,7 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Et selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, près de 7 millions d'Ukrainiens sont enregistrés en tant que réfugiés, dont la plupart se trouvent en Europe. Les femmes et les enfants, comme dans nombre de crises mondiales, continuent de payer un prix disproportionné. Et alors que la guerre se prolonge, le bilan augmente. ONU Femmes signale que la violence fondée sur le genre et la violence sexuelle a augmenté de 36%. La violence domestique a augmenté de 20% rien que l'année dernière. Près de 2,5 millions de femmes et de filles ont besoin de manière urgente de services de protection spécialisés et pourtant les ressources manquent cruellement. Monsieur le Président, depuis mon dernier exposé, les médias locaux ont signalé des pertes civiles et des dégâts infligés aux infrastructures civiles dans les régions de Bryansk et de Koursk de la Fédération de Russie. À nouveau, je le répète, au titre du droit international humanitaire, les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Cela signifie que les attaques indiscriminées sont strictement interdites. Cela signifie aussi que les parties doivent prendre toutes les préoccupations possibles pour éviter de toucher les civils, qu'il s'agisse de lancer des attaques ou de s'en protéger. Nous manquons d'un accès humanitaire sûr et sans entrave pour venir en aide à environ 1,5 million de civils dans le besoin dans les régions de Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhia, occupées actuellement par la Fédération de Russie. À nouveau, le droit international humanitaire le dit clairement. Toutes les parties doivent permettre le passage de l'assistance humanitaire rapide et sans entrave pour les civils dans le besoin et doivent s'assurer que les travailleurs humanitaires puissent se déplacer en toute sécurité et en toute liberté. Les obstructions privant la population civile des moyens de survie sont contraires à cette obligation. Monsieur le Président, près de 13 millions de personnes en Ukraine ont besoin d'une assistance humanitaire, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. Nous remercions les bailleurs de fonds pour leur appui. L'ONU et les partenaires mettent tout en œuvre pour répondre à ces besoins. Lors des 3 premiers mois de 2025, seulement plus de 340 organisations humanitaires, avant tout des ONG nationales, ont fourni à environ 2,3 millions de personnes une assistance vitale. L'acheminement de l'assistance a été la plus importante dans les zones de front où alimentation, des systèmes d'approvisionnement en eau urgents, des traitements médicaux indispensables et des services de soins de santé d'urgence ont pu être fournis. En raison de la limitation importante des financements humanitaires et la relance qui s'en est suivie, l'ONU et les partenaires ont dû rétablir les priorités en Ukraine dans le cadre du plan de réponse et de besoins humanitaires pour aider 4,8 millions de personnes
pour un montant de 1,75 milliard de dollars. Il s'agit de venir en aide à ceux qui sont dans le plus grand besoin, en se concentrant sur les priorités suivantes: les personnes à proximité des lignes de front, dans les zones d'évacuation, la réponse d'urgence après les frappes et l'assistance aux pans les plus vulnérables, notamment parmi les personnes déplacées dans le pays. Sans une augmentation de l'appui, même ces efforts prioritaires sont en péril. Toute contribution compte. Monsieur le Président, je rappelle les appels que nous avons faits à ce Conseil. Il convient d'agir urgemment sur l'Ukraine. Premièrement, il faut garantir la protection des civils, y compris des travailleurs humanitaires et du secteur de la santé, ainsi que les infrastructures critiques. Les travailleurs humanitaires doivent pouvoir compter sur un accès sûr, rapide et sans entrave aux civils dans le besoin où qu'ils se trouvent. Deuxièmement, il faut renforcer l'appui financier. Le sous-financement nous contraint à réduire des programmes essentiels alors que les conditions opérationnelles sont de plus en plus complexes et dangereuses. Des ressources supplémentaires sont nécessaires dès à présent pour sauver des vies et continuer à fournir l'assistance requise. Troisièmement, nous devons parvenir à une paix juste. Tout effort, qu'il s'agisse d'une trêve temporaire ou d'un accord plus durable, doit donner la priorité à la protection et aux besoins des civils. Merci. Je remercie Madame Msuya de son exposé et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.